Je voudrais vous présenter, chère Justine, en disant que vous êtes politiste, spécialiste de philosophie politique, mais que vous avez fait une sorte de va-et-vient comme ça entre l'action et la réflexion. On pourrait dire la même chose peut-être de Jacques en partie, puisque vous avez commencé par faire de la politique, je crois. Vous venez de... enfin, un peu, notamment en Belgique où vous êtes né, et notamment au sein des instances européennes et aux côtés de Jacques Delors. Puis vous avez ressenti le besoin de penser cette action, de mettre des mots dessus, de réfléchir, en devenant peu à peu une solide spécialiste donc, de philosophie politique. Et à partir d'une réflexion sur ce qui fait la fragilité, la fragile unité surtout de l'Europe, vous avez posé la question dont on pourrait dire qu'elle structure un peu l'ensemble de votre travail depuis des années. Qu'est-ce qu'une communauté politique? Et surtout, qu'est-ce qui peut fonder une telle communauté? Quels principes, quelle espérance, quelles règles? Pour vous, cela implique de retraverser les grands enjeux de la philosophie politique libérale. C'est un peu la même chose d'ailleurs que pour Serge Audier ou pour Pierre Manant. Et vous avez surtout mis votre focale, votre attention sur cet idéal qui a suscité tant de malentendus et qui a même parfois tendance à provoquer la réticence, même parfois la haine aujourd'hui, qui est l'idéal des droits de l'homme. La critique des droits de l'homme, dont vous le rappelez, est aussi vieille que leur formulation. Vous dites d'ailleurs qu'il est nécessaire de souligner les insuffisances, les limites, les failles de cet idéal. Mais pour penser la liberté, dites-vous, affirmez-vous de livre en livre, de texte en texte, eh bien, pour penser nos libertés individuelles et collectives, on ne fera pas l'économie d'une défense, même vigilante, même critique, de cet idéal des droits de l'homme. Voilà, pour citer un texte que vous avez co-signé avec le philosophe Jean-Luc Pancher sur ce sujet, je voudrais citer ce livre qui s'intitule « Les droits de l'homme rendent-ils idiots ?» qui est paru au Seuil. Voilà, merci chère Justine d'être là, vous avez la parole pour 20 à 25 minutes, et je crois que vous voulez parler en femme libre, c'est-à-dire en femme debout, puisque c'est la formule qui court depuis le début de ce forum. Merci. Merci beaucoup de cette présentation. Merci aux organisateurs de leur invitation. C'est vrai que je suis là depuis 3 jours et je dois dire que c'est un vrai vent d'air frais. S'arrêter 3 jours, mettre un peu sur pause pour écouter, délibérer, se passionner. J'ai trouvé ça tout à fait rafraîchissant. Et puis ça m'a permis de découvrir cette très jolie ville du Mans que je ne connaissais pas. Alors, dans cette intervention, donc le titre que j'ai choisi, « De la sûreté à la sécurité, la liberté à l'épreuve de la vulnérabilité », j'aimerais partir d'un texte qui est considéré comme un classique sur la liberté, qui est celui publié par la philosophe Hannah Arendt en 1960 et qui est intitulé « What is freedom ?» Qu'est-ce que la liberté? C'est un texte magnifique qui reste une grande source d'inspiration, mais j'ai été surprise, à vrai dire, quand Jean Birnbaum m'a fait l'honneur de m'inviter à ce forum, bon, je me suis dit je vais reprendre le texte d'Hannah Arendt, Qu'est-ce que la liberté, pour chercher des idées. Et j'ai été surprise par une remarque qui figure au tout début du texte. Arendt, au début de ce texte, déplore que la liberté ait été progressivement associée à un retrait de la politique, qu'elle ait été progressivement associée à ces activités qui se situent en dehors du politique, alors même, écrivait-elle, que pour les anciens, la liberté était la raison d'être de la politique. Bon, jusque-là, je suis d'accord. Mais elle ajoute que c'est toute la pensée politique moderne qui aurait conspiré à dissocier politique et liberté, notamment en identifiant la liberté à la sécurité. Et elle souligne, je la cite, « Même Montesquieu pouvait encore, à l'occasion, poser comme équivalente la liberté politique et la sécurité. » Alors, pourquoi est-ce que j'ai trouvé ce jugement d'Arendt curieux? Eh bien, c'est parce que dans le texte en question, qui figure dans l'Esprit des lois, publié en 1748,
Montesquieu ne mentionne pas la sécurité, mais la sûreté. Et Arendt le sait, puisqu'elle le cite en français. Donc, dans ce passage de l'Esprit des lois, donc, Montesquieu écrit précisément « La liberté politique consiste dans la sûreté, ou du moins dans l'opinion que l'on a de sa sûreté. » Or, la sûreté, tant pour Montesquieu et ses successeurs, ne renvoie pas, du moins pas à titre principal, au fait d'être protégé de toute forme de péril, au fait de vivre en paix dans son espace privé, mais désigne plutôt cette tranquillité d'âme, c'est son expression, qui permet à chacun d'agir dans le monde sans crainte d'être soumis à l'arbitraire. Et ainsi défini, il me semble que la sûreté a bel et bien une dimension directement politique, au sens où elle est la condition de possibilité pour que la liberté, au sens où l'entendait Arendt, puisse se déployer. Et donc cette dimension politique de la sûreté va faire l'objet de mon premier temps. Et j'aborderai ensuite, dans un deuxième puis un troisième temps, les risques qui pèsent sur cette exigence de sûreté, en raison d'une part d'un impératif de sécurité devenu omniprésent, mais aussi peut-être en raison de notre sensibilité croissante à la vulnérabilité des personnes. Alors tout d'abord, la sûreté comme condition de la liberté politique. Tout d'abord, que faut-il entendre par sûreté ? Alors, si on lit les textes de Montesquieu, on verra que la sûreté a pour lui en réalité une dimension bicéphale, une double dimension. C'est le fait d'être protégé contre l'arbitraire de la puissance publique d'une part, et contre les formes de domination qui peuvent comprendre des crimes et des délits d'autres particuliers. Mais l'objet principal, l'essentiel du texte de Montesquieu, porte sur la protection du citoyen contre l'arbitraire de la puissance publique. Or, ce qu'il entend par sûreté a bel et bien ici une dimension politique, puisqu'elle suppose la mise en place d'institutions, de procédures qui permettent à chacun d'être protégé du bon vouloir des plus puissants. Je dirais que la sûreté, elle apparaît ici liée, même si ce n'est pas une expression qu'utilise Montesquieu, mais elle apparaît liée au principe républicain dit de non-domination. Vous savez qu'il y a un théoricien contemporain qui est Philippe Petit, qui a mis en exergue ce principe de non-domination dans la pensée républicaine. Et qu'est-ce que ça signifie, le principe de non-domination ? Ça ne veut pas dire que nulle contrainte ne peut s'exercer sur ma volonté, ce n'est pas le refus de toute contrainte. Ça signifie que cette contrainte doit être justifiée par des lois qui sont comprises par tous. Autrement dit, la sûreté, ça renvoie au refus d'un état de dépendance et de vulnérabilité, tant vis-à-vis d'autrui que de la puissance publique. C'est également le cas chez une autre figure importante de ce deuxième moitié du XVIIIe siècle, qui est le réformateur pénal Cesare Beccaria, qui publie en 1764 le traité des délits et des peines, qui va susciter l'admiration de Voltaire, être traduit dans toute l'Europe, inspirer la Déclaration des droits de l'homme et le Code pénal de 1791. Beccaria fait de la sûreté le but de la réunion des hommes en société. Au fond, il nous dit, contre l'incertitude propre à la liberté naturelle, qui laisse chacun à la merci des plus forts,
l'adoption d'une législation civile permet à chaque citoyen d'acquérir, je le cite, un esprit d'indépendance qui est le plus sûr rempart contre la tyrannie. Autrement dit, la sûreté ne renvoie pas à l'utopie d'une société entièrement pacifiée. Nicolas Offenstadt parlait hier de cette utopie néolibérale du centre commercial, du mall, au fond de la ville, de cet espace où rien ne peut arriver. Heureusement, nous ne vivons, heureusement ou malheureusement, selon le point de vue qu'il adopte, nous ne vivons pas dans un centre commercial. La vie, l'amour fait mal, disait un ouvrage publié récemment, la vie fait mal. Il est impossible, nous disait Beccaria, de prévenir tous les désordres dans le combat universel des passions humaines. Donc ça ne renvoie pas à l'utopie d'une société pacifiée, mais ça suppose que la liberté d'action des citoyens ne soit pas résulte de lois connues par tous, ne soit pas laissée à la discrétion d'un petit nombre. C'est exactement le sens de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui prévoit le droit à la sûreté. Ce droit à la sûreté signifie la protection des libertés individuelles contre l'arbitraire, comme le précisent les articles 7, 8 et 9, relatifs au fait que nulle arrestation, nulle condamnation ne peut avoir lieu si elle n'est nécessaire et prescrite par la loi. Et donc, vous voyez que ainsi comprise, la liberté comme sûreté, ce n'est pas la défense d'un individu rétracté sur ses intérêts propres et son espace privé, c'est plutôt la condition de possibilité de la liberté au sens politique où l'entendait Arendt, à savoir, et ici je cite Arendt, le statut d'un homme libre qui permet de se déplacer, d'agir ensemble, d'aller dans le monde en étant délivré de la peur et d'accéder donc à la liberté politique. Et en réalité, ce n'est pas l'exigence de sûreté qui limite ou qui restreint la liberté politique, mais plutôt la submersion contemporaine de la sûreté par l'illusion d'une vie sans danger. Je reprends ici, en parlant d'illusion d'une vie sans danger, l'expression de la regrettée très grande juriste Mireille Delmas-Marty. Et ça me conduit à mon deuxième point, la sûreté à l'épreuve de l'exigence contemporaine de sécurité. Bon, comme vous le savez, et François Sureau en a beaucoup parlé au cours de sa leçon inaugurale, au cours des 2 dernières décennies, sous la pression de la menace terroriste, s'est insinuée l'idée que les garanties de liberté individuelle seraient une faiblesse qui rendrait les régimes dits libéraux moins à même d'assurer la sécurité de leurs citoyens. C'est l'idée qu'il existerait un troc à opérer entre impératifs sécuritaires et préservation des libertés, idée qui est quand même largement reçue désormais dans les opinions publiques. Et c'est ainsi qu'à la suite des États-Unis, nombre d'États européens ont multiplié les mesures au cours des 15 dernières années qui affaiblissent le pouvoir judiciaire, qui renforcent les pouvoirs de surveillance et qui surtout mettent en place des mesures de restriction de liberté vis-à-vis de personnes dont on soupçonne qu'elles pourraient menacer la sécurité des autres. D'où une évolution largement documentée, notamment par Mireille Delmas-Marty, où la dangerosité prend le pas sur la culpabilité et où l'impératif de sécurité finit par menacer la sûreté entendue dans son sens originel. Mais là où l'affaire se complique et où se dessine le risque de voir au fond les droits de l'homme jouer contre les droits de l'homme, c'est quand s'impose l'idée non seulement qu'il faudrait sacrifier une partie de nos libertés à la sécurité, mais que le premier des droits humains, la première des libertés, serait le droit à la sécurité.
Ce postulat que la sécurité serait un droit fondamental a été consacré, en France du moins pour la première fois, par la loi du 21 janvier 1995, puis dans la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure. J'avoue qu'il est difficile de trouver trace d'un tel droit à être protégé de la délinquance, puisque c'est de cela qu'il s'agit ici, ou des crimes et délits, dans la déclaration de 1789 ou dans les instruments européens et internationaux de défense des droits de l'homme. Ce n'est pas le sens de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je viens de le dire. Si on regarde la Convention européenne des droits de l'homme, elle prévoit effectivement un droit à la sûreté en son article 5, mais il s'agit simplement des conditions à respecter pour priver un individu de sa liberté. Il me semble qu'il en va ainsi, c'est une question très discutée, mais il me semble, à ce stade de ma réflexion, que la sécurité ne renvoie pas vraiment à une liberté indépendante que posséderaient les individus, mais renvoie plutôt à un devoir de la puissance publique, d'assurer les conditions nécessaires aux jouissances de nos libertés civiles et politiques et de nos droits économiques et sociaux. Une exigence de sécurité qui est d'ailleurs largement reprise dans les différentes branches du droit, qui impose des devoirs de prévoyance et de précaution aux pouvoirs publics ou aux employeurs. Mais je dirais que, comme le formule Michael Fossel dans un petit ouvrage, la sécurité, elle est plutôt la condition pour que cette expérience de la liberté puisse avoir lieu. Elle n'est pas un droit, mais plutôt un bien qui s'inscrit dans l'horizon de ce qui est désirable plutôt que de ce qui est exigé. Elle relève d'un objectif des pouvoirs publics qui ne peut jamais en tant que tel être totalement atteint. Comment imaginer un monde sans trouble ni violence, alors que la sûreté du justiciable, ça renvoie à des garanties très précises qui peuvent être revendiquées. La difficulté, c'est que je pense qu'il serait illusoire de penser qu'on pourrait répondre aux risques soulevés par ce nouvel impératif de sécurité en retournant simplement au projet révolutionnaire. Il serait illusoire de penser qu'il suffirait de dire « mais vous confondez la sécurité et la sûreté ». Parce qu'en réalité, ce qu'on a appelé la pénalisation de la société, c'est-à-dire une inflation pénale, une sévérité pénale grandissante, ce n'est pas dû seulement à l'emprise du paradigme sécuritaire, mais c'est dû aussi à une évolution que la plupart des partisans des droits humains jugeront positive, ce moi y compris, à savoir une meilleure prise en compte des atteintes portées à la personne humaine. Et c'est là que la question devient beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancée, et ça me conduit à mon troisième point, la liberté à l'épreuve de la vulnérabilité. Parce qu'il faut rappeler ici, comme le savent tous les pénalistes, que la logique qui était à l'œuvre dans la déclaration de 1789 et qu'on retrouve dans le code pénal adopté en 1791, cette logique visait avant tout à protéger les droits de l'infracteur, de celui qui avait violé les lois, à protéger les droits de celui qui avait commis ou non un délit, mais qui était sur le coup d'une accusation. Donc la sûreté du justiciable à l'époque, c'est la sûreté du criminel. Et il n'y avait rien, ou rien sur la protection des victimes dans leur accès et dans la procédure judiciaire. En France, ce n'est guère que depuis le début des années 80 que la façon dont les victimes peuvent être prises en compte, donc elles peuvent déposer plainte et elles peuvent être associées à la procédure pénale, constitue une réelle préoccupation des pouvoirs publics. Cette montée en puissance des victimes au cours des 2 ou 3 décennies a d'ailleurs été analysée en détail par Didier Fassin et Richard Reichmann dans leur enquête sur la condition de victime publiée en 2010, L'Empire du traumatisme, où ils ont très bien montré au fond comment on est passé d'une situation où les symptômes, au début du siècle, les symptômes du soldat blessé, celui de l'ouvrier accidenté, étaient systématiquement mis en doute, à, au fond, une situation où la souffrance des victimes
incontestée vient attester une expérience qui suscite la sympathie et appelle une indemnisation. Et il est significatif que Fassin et Reichmann ouvraient leur ouvrage par l'exemple des attentats du 11 septembre 2001. Dans les jours qui ont suivi l'attaque, écrivait-il, quelques 9000 spécialistes de santé mentale seraient intervenus pour apporter un soutien psychologique suite à cet événement. Quelques années après le drame, il était largement tenu pour acquis que les rescapés, les témoins, mais aussi les habitants, voire les téléspectateurs, étaient susceptibles de souffrir d'un stress post-traumatique. Autant de signes qui montrent que le traumatisme est devenu un lieu commun du monde. Alors j'ai trouvé ça intéressant parce que ça montre bien que le 11 septembre 2001 a été un catalyseur et un symptôme d'un double phénomène. D'une part, le renforcement un peu partout des politiques dites sécuritaires sous l'emprise de la menace terroriste, et d'autre part, la consécration d'une nouvelle économie morale marquée par la nécessité de mieux tenir compte des souffrances des victimes d'attentats, d'accidents, de violences sexuelles ou de harcèlement. Et c'est pour ça que je parlais de la vulnérabilité. 2001, c'est aussi le moment où on observe la montée en puissance, vraiment exponentielle, du thème de la vulnérabilité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors ici, je crois que c'est important que j'apporte toute une précision maintenant. Mon objectif ici, ce n'est pas du tout de reprendre la complainte de la victimisation à laquelle auraient cédé nos sociétés. Et c'est peut-être le désaccord que j'aurais avec l'exposé de François Fureau, enfin du moins avec la fin de son exposé. Il me semble que les revendications de celles et ceux qui font valoir le traumatisme subi, la vulnérabilité particulière de ceux ou celles qui ont été exposés à des violences sexuelles et raciales sont des réclamations de justice qui n'ont pas pu se faire entendre autrement. Ce sont des réclamations qui font bouger les lignes, qui participent à mettre fin à certaines formes d'impunité sociale. Et donc, il me semble que quand on s'en prend à la pathologie victimaire, alors ça peut exister, mais s'en prendre à la pathologie victimaire qui aurait envahi nos sociétés, c'est un peu se tromper de cible. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne crois pas que les risques se situent à titre principal du côté de celles et ceux qui estiment avoir subi un préjudice. Pas à titre principal. Le risque, il est dans les réponses politiques qui sont apportées à ces revendications, à ces réclamations, à ces sorties du silence. Au fond, la volonté de mieux tenir compte des atteintes portées aux personnes vulnérables pourrait conduire à un vaste élan pour renforcer les services publics susceptibles de prévenir les abus, aider celles qui les subissent à les dénoncer. Elle pourrait venir à l'appui d'une réflexion sur une nouvelle forme de pénalité qui combinerait réparation, prévention, réhabilitation. Le fait est qu'en l'état, les réponses politiques qui sont apportées conduisent plutôt à une logique répressive, marquée par l'extension des délais de prescription, la multiplication des exceptions aux durées prescrites, le refus de reconnaître les responsabilités des mineurs ou des malades mentaux et la multiplication indéfinie de nouveaux délits. Et si j'ai encore 2 minutes, je voudrais juste prendre un exemple. Jean Birnbaum parlait un instant de la revue Esprit. Il se trouve que je viens de développer cet exemple dans la revue Esprit et je voudrais reprendre cet exemple devant vous. Alors, c'est un exemple qui vient de mon pays, la Belgique, mais qui devrait vous intéresser puisque je sais que le débat est désormais ouvert en France sur cette question. C'est la question de l'imprescriptibilité des crimes et délits sexuels sur mineurs. Alors, en novembre 2019, la Belgique a adopté une loi qui rend imprescriptibles toutes les infractions sexuelles commises sur les mineurs, quelle que soit leur nature et leur gravité, et ce, y compris donc les attentats à la pudeur et le voyeurisme. C'est une loi qui a été adoptée sans débat
de la société civile, quasiment à l'unanimité des partis politiques, moins l'abstention de quelques-uns. Et dans son arrêt qui vient d'être rendu, c'était le 9 juin 2022, la Cour constitutionnelle de Belgique a rejeté un recours en annulation qui avait été introduit par la Ligue des droits humains. Donc elle a rejeté ce recours en annulation et donc validé la loi, en arguant notamment, je la cite, de la vulnérabilité de la catégorie de la victime visée. Elle a notamment estimé que cette vulnérabilité justifiait le fait de rompre le principe relatif à la gravité de l'infraction qui régissait le principe de la prescription. Qu'est-ce que ça veut dire? L'argument de ceux qui avaient introduit un recours en annulation, c'est de dire, en Belgique, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, c'est de dire, à partir du moment où même le voyeurisme et les attentats à la pudeur sont désormais imprescriptibles, alors que d'autres crimes demeurent soumis à prescription, il y a rupture de ce qu'on appelle du principe de proportion entre le crime et la peine. Et elle a estimé qu'au fond, ce principe de gravité pouvait être rompu en fonction de la vulnérabilité. Avec cette conséquence quelque peu ubuesque qu'en Belgique, le voyeurisme, l'attentat à la pudeur, s'il touche des mineurs, des adolescents, sont désormais imprescriptibles, là où le meurtre, même celui d'un enfant, demeure soumis à prescription. Mais bon, c'est pas ça qui qui est le plus, enfin ça c'est le plus, c'est un peu perturbant. Mais je me suis demandé, je me dis au fond ici, on est confronté à une réforme qui est adoptée au nom de la vulnérabilité particulière des victimes d'abus sexuels durant leur enfance. Donc, il part d'une très très bonne intention, mais qui risque d'aboutir à une législation plus répressive sans réellement aider les victimes elles-mêmes. Pourquoi ? Eh bien, parce que les auteurs de la proposition de loi sont parfaitement conscients, ils l'ont écrit, ils l'écrivent textuellement dans la proposition, qu'il ne sera plus possible de trouver des preuves des années, des décennies après les faits, et qu'une action juridique aboutira à un non-lieu faute de preuves. Mais ils ajoutent qu'ils estiment que la possibilité de pouvoir encore recourir aux tribunaux revêt une importance symbolique pour le processus d'acceptation des victimes. Bon, ici, il est permis d'avoir un doute. Est-il vraiment préférable pour les victimes, qu'est-ce qui est mieux? Entendre que les poursuites ne sont plus possibles en raison de la prescription, étant entendu que cette prescription ne vaut pas oubli. François Sureau l'a rappelé l'autre jour, ce sont deux choses différentes. Est-ce qu'il vaut mieux ça, ou est-ce qu'il vaut mieux lire dans une ordonnance de la Chambre du Conseil qu'il n'existe pas de charge suffisante à l'encontre de l'auteur, sans compter, c'est le cas en Belgique, de l'obligation où elle se trouverait, à la suite d'un non-lieu ou d'un acquittement, de devoir payer une indemnité de procédure à celui ou celle contre qui elles auraient porté plainte. Donc, je voudrais prendre cet exemple parce que ça montre un peu, au fond, les perplexités, et je parle vraiment ici de perplexités, relatives à la montée en puissance de cette vulnérabilité dans nos espaces publics. Et montrer qu'à mon sens, il est à la fois pas possible de revenir simplement à l'esprit des rédacteurs du Code pénal de 1791 et à l'esprit révolutionnaire, car il était très oublieux des victimes. Mais aussi la nécessité de nourrir une conception autocritique, la nécessité d'avoir un long et complexe débat démocratique sur les conséquences en termes de liberté et de sûreté de notre attachement à l'intégrité des personnes, si nous voulons éviter que justement cette meilleure prise en compte des souffrances et des abus commis ne conduise pas sans cesse à davantage de répression. Je vous remercie.